Salut les poolers et bienvenue au marché des acheteurs et des vendeurs de la semaine, épisode 22 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis accompagné de mon co-animateur, le prophète des prospects, le maître des mondiaux, le juge des juniors, Guillaume Mage The Hage Corbeau. Corbeau, comment ça va? Oh, je l'ai aimé celle-là. J'ai adoré Michael Hage au championnat mondial junior. Je sais que je suis pas le seul, mais je suis vraiment dans le bandwagon de Hage. Quel joueur de hockey. Fait que merci. Merci pour ce surnom. Ça va super bien. Ça va très bien. Difficile de mal aller qu'on fait. Mais mon épisode préféré, je pense, c'est acheteur et vendeur, définitivement. Celui que j'aime le plus faire. Je trouve qu'il c'est toujours du contenu facile. Le contenu traîne à terre, en fait. Hein, c'est du contenu gratuit. Du contenu gratuit, du contenu que vous nous demandez beaucoup aussi, justement, sur les médias sociaux. Par ailleurs, vous nous écrivez souvent à savoir est-ce que je devrais échanger ce gars-là, est-ce que je devrais aller chercher ce gars-là sur nos pages YouTube, Instagram, TikTok, à 100 Pool Podcast. Je l'ai fait un petit peu plus tôt cette semaine. Si vous voulez nous demander votre avis, allez nous écrire, allez vous abonner, allez liker. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous aider. Mais autrement, aujourd'hui, à l'épisode, on vous conseille encore 4 joueurs à aller acheter, 4 joueurs à vendre pour des échanges. En gros, comment devenir le Kent Hughes de vos pools. Et premier joueur à aller acheter que l'on vous conseille cette semaine, on retourne du côté des Blues encore une fois. On vous conseille d'aller acheter Pavel Buchnevich. Pourquoi, Guillaume, Pavel Buchnevich, le camarade Buchnevich? Ben, il est de retour, le beau Pavel. Les Blues, en fait, sont de retour dans la course en série dans l'Ouest. C'est tellement faible. Les équipes dans l'Ouest, les équipes faibles dans l'Ouest sont tellement faibles qu'il y a toujours des places disponibles. Et les Blues sont de retour. Buchnevich, dans le premier quart de la saison, avait massé que 7 points en 21 matchs. Mais il avait quand même tiré 37 fois au filet. Là. Fait que, c'est pas rien. Il a marqué 2 buts. Il allait avoir une correction statistique qui allait se créer, mais la correction s'est aussi faite au niveau des passes et il a amassé 16 points en 22 matchs, ce qui est quand même un rythme de près de 60 points, ce qui est son rythme traditionnel dans la Ligue nationale au Beau Pavel. Donc, il est de retour à son niveau d'antan. Je sais pas pourquoi je dis Beau Pavel. Je l'ai surnommé de même. Il est pas très beau en plus. Mais il n'y a rien qui bat la calvitie de Levchunov. Je vois ton bucket, ça m'a inspiré. Mais oui, tu sais, dans les 4 dernières saisons, avant celle-ci, Buchnevich, j'ai regardé ma feuille, mais il faisait 45, 87, 65 et 62 points en termes de rythme. Donc, c'est quand même un gars qui était très, très productif. Et là, il y avait vraiment un ralentissement dans le premier quart de la saison, comme l'ensemble de son équipe. Et là, il est de retour. Ils forment toujours un premier trio. Il est toujours en duo sur le premier trio avec Robert Thomas, mais c'est le troisième joueur qui change fréquemment. On va le voir des fois avec Jake Neighbors. On l'a essayé avec Dalibor Dvorsky aussi pendant une très courte période de temps. On a essayé Jimmy Snuggerud sur ce premier trio-là, Braden Shen. On a vraiment essayé beaucoup, beaucoup de gens. Ils n'ont pas encore trouvé l'élément qui allait faire débloquer le premier trio, mais le duo Thomas et Buchnevich a reparti la machine. Et d'un point de vue passe secondaire, Buchnevich est à 37 % alors que sa moyenne de carrière est plus autour d'un 45, 40-45. Fait qu'il y a peut-être une petite passe de plus qu'il pourra aller chercher. Fait que Buchnevich, pour moi, c'est un gars que j'irais acheter avant que son pacing là, commence à devenir un gars de revenir à un gars de 50 points. C'est immédiatement que j'irai le chercher. D'après moi, il est pas cher. C'est un gars qui a 30 ans, là, quasiment 31 ans. Je sais pas si dans vos poules, c'est un peu comme dans les miens, parce que tout le monde aime beaucoup trop les jeunes joueurs. Mais moi, un joueur qui fait 60 points, ça fait mon équipe. Donc voilà, Pavel Buchnevich, un buy low actuellement. Puis peut-être un sell high en fin de saison l'année prochaine. Qui sait si jamais vous avez des keepers. C'est un bon joueur de hockey. Puis les Blues ont juste un mauvais début de saison. Je pense vraiment qu'ils ont une meilleure équipe que ce qu'ils démontrent. Peut-être qu'on s'en arrêtait de mettre Jordan Bennington entre les deux poteaux. Ça aiderait. Mais regarde, ça a l'air qu'on est coincé avec pour Team Canada. On va le voir se faire passer. Peut-être que c'est lui qui va être goaler numéro 1 de Team Canada, qui va retrouver une confiance puis bien finir sa fin d'année pour aller aider les Blues. Écoute, peut-être.
faire une parenthèse sur Bennington. Je vais citer, je pense que c'est Martin Leclerc du balado Tellement Hockey de Radio-Canada, qui disait que Bennington était le pire gardien de but de la Ligue nationale en termes de buts, le expected goals contre, donc le nombre de buts sauvés par rapport au nombre de buts qu'il a laissé passer. C'était le pire gardien de but ou l'avant-dernier pire, le 76e sur 77 gardiens. Bref, il est vraiment mauvais. Là. Il est pire que Samuel Montembeault. Ça c'est pas peu dire. Fait que il est vraiment poche. Attends, là, mets du respect sur Sam. Il est de retour. Il a connu 2 très bons derniers matchs quand même. Mais je comprends ce que tu veux dire si on considère Sam depuis le début de l'année. Il est Je peux pire que comprendre. Philippe Grubauer. Mais écoute, Philippe Grubauer. Hey, là, wow, là, Philippe Grubauer a gagné ses 3 derniers matchs en accordant juste un but à chaque match. 10 minutes, là. Mais non, Fair enough. évidemment, je rigole un peu, là. Vous le savez, on en a parlé à quelques reprises de Philippe Grubauer. On s'éloigne un peu. Revenons à nos moutons, comme on dit. Un autre joueur à aller acheter, selon toi, un joueur qui a 2 points à ses 16 derniers matchs. Il va falloir que tu me l'expliques, celle-là. Brock Besser. For the Vancouver Canucks. Je sais que tu nous dis souvent, puis on vous le dit souvent dans les épisodes de Acheteurs-Vendeurs que souvent, ce qu'il faut rechercher, c'est les joueurs qui vont bien finir l'année. Donc, au moment où on vous en parle, on pense qu'ils vont aller chercher plus de points de la date dont vous écoutez l'épisode jusqu'à la fin de l'année. C'était le point que tu faisais sur Pavel Buchnevich. J'imagine que c'est la même chose que tu vas faire avec Brock Besser. Mais Brock Besser, écoute, 2 points en 16 matchs, il va falloir que tu me parles d'un peu de statistiques puis que tu me mettes du contexte parce que j'ai de la misère j'ai de la misère à être convaincu en ce moment-là. Ben, c'était assez facile en termes de contexte. C'est bien sûr les mêmes chiffres que l'année passée, que la saison précédente. Ces chiffres de base sont exactement les mêmes. Un nombre de tirs même plus élevé cette année que l'année passée. On est à 2,2 tirs actuellement. Le nombre de points en avantage numérique, il est plus bas, mais son temps de glace, il est même supérieur. Il joue 19 minutes cette année. L'année dernière, c'était plus 18. Autant d'avantages numériques. On a même de 10 de désavantages numériques. C'est exactement les mêmes chiffres que l'année dernière. Il y a aucune passe secondaire, Brock Besser. Aucune. Même pas une. Zéro comme dans Ouellet. Je veux dire, salut mon run. L'année dernière, il y a eu 50 en carrière, là, il frôle le 45 régulièrement. Ça veut dire qu'il manque encore un bon 4-5 passes là, pour aller rechercher ce ratio-là. D'un point de vue pourcentage de tir, il est à du 10 en ce moment. Sa moyenne est plus en ordre de 14. Ils vont dire, ah, c'est juste 4 effectivement, c'est un but. C'est quand même bien un but de plus. Rajoutez un but, 5 passes de plus. C'est un gars qui a 23 points en 39 matchs. Il devient un joueur de 55 points plus qu'un joueur de 38. C'est pourquoi j'irais l'acheter. Puis à un moment donné, les Canucks ne l'ont jamais retiré de nulle part. Donc, il joue encore autant d'avantages numériques. On ne l'a pas, malgré ses 2 points, ses maigres 2 points en 16 matchs, on n'a jamais retiré du temps de glace à Brock Besser. On continue à investir en lui. Tu vas me dire qu'à 7,3 millions par saison, ils n'ont pas vraiment le choix. Je te l'accorde. Mais c'est un gars qui a du talent, qui est capable de mettre dedans. Je vois pas comment il va ralentir à ce point-là. Puis en début de saison, il a quand même fait 14 points en 20 matchs dans le premier quart de la saison. Là, il est à 4 en 19, ça va pas bien, mais ça va revenir. Il joue vraiment beaucoup là, dans le deuxième quart de la saison. On frôle le 20 minutes par match en moyenne. Fait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne. Moi, j'irai le chercher actuellement. Dans tous les cas, je comprends ton hésitation, mais ne l'échangez pas. Ça ne vaut pas la peine. C'est impossible que vous sortiez gagnant de cet échange-là. Dans le pire des cas, il ne fera juste pas de points. C'est comme vous avez vécu la grande traversée du dessert avec Besser. Gardez-le. Il peut scorer 4 buts dans un match. La grande C'est pas traversée du impossible. dessert, c'est ça? Non, du désert. Du Ouais, désert. désert. Non, Ah, mais ben. ce qui me fait peur, non, puis tu l'as dit, je sais que j'ai l'air d'hésiter avec Besser, mais c'est que, bon, daily reminder de Daily Face-Off déjà en cet épisode. Tu as parlé de Tom Willander, peu importe comment il faut le prononcer, lors du dernier épisode, épisode 21 de notre saison 1. Il y a moins de talent à Vancouver. Tu sais, en ce moment, Ah, ouais. Courrossier est blessé, Connor Garland aussi, Quinn Hughes est parti. En ce moment, il est sur une ligne avec Max Sasson. So who are you? Écoute, pour le fun, on s'y connaît, toi puis moi, en hockey. Là. Tu sais qui, Max Sasson? Ben oui. Pour vrai, là?
Oh, oui, non, OK, je connais quand même, Max OK, Casson, ouais. c'est pas Écoute, un. tu me surprends un peu parce que je connais bien David Kampf, O'Connor, whatever, mais tu sais, en tout cas, peu importe. Je Mais c'est trouve pas que non, je ça. dis, c'est un joueur de profondeur, là. C'est un plombier, là. Je suis juste refroidi, je pense, avec la direction des Canucks de Vancouver. Shout out à mon ami Mo, qui est mon collègue à mon travail, qui est un grand fan des Canucks, puis qui me dit à peu près à chaque fois qu'on parle de hockey, puis qu'on parle des Canucks ensemble, à quel point il déteste son équipe préférée en ce moment. Ça va mal, On tu sais, connaît tout ça à simplement. Montréal. Non, je sais, puis oui, c'est ça, on est passé par là, mais franchement, j'ai de la misère. Je comprends là, qu'il ne peut pas être pire que ce qui a été depuis le début de l'année, puis ça ne peut qu'augmenter, I guess. Mais franchement, si tu me dis que cette saison, Brock Besser, à la fin de l'année, il a connu une de ses pires années statistiques, ça ne m'étonnerait même pas. Je vais être un peu en désaccord avec toi sur celui-là. Écoute, ça arrive des fois, il faut bien. Faut pas, Ouais, faut pas que je si sois toujours si d'accord t'aimes avec toi, mais avoir tort, c'est correct, là. ouais, exact. Mais écoute, d'accord. Un autre joueur, ton troisième joueur, ton troisième joueur à aller acheter, on va du côté maintenant un petit peu plus ensoleillé, du côté des Panthers de la Floride avec Sam Bennett. Euh, j'aurais cru que tu l'aurais mis plutôt en marché des vendeurs parce que Sam Bennett en ce moment fonctionne vraiment bien, mais tu penses que que ça vaut encore la peine d'aller le chercher puis qu'il peut quoi encore continuer puis continuer dans sa bonne performance? Ben, en fait, tu sais, Matthew Tkachuk va revenir, ce qui n'est pas vraiment une menace à Sam Bennett parce que Matthew Tkachuk ne joue pas au centre. Barca va recommencer à patiner, mais je pense qu'il est loin d'un retour au jeu. Il faut être réaliste. Ben, by the way, Sam, Barkov, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Juste une petite parenthèse dans ce pool marché des acheteurs et des vendeurs. Un joueur à aller stacher si on a un spot de joueurs blessés dans notre pool de hockey ou si tu penses ouais, que ça ça va peut être être trop long. tard? Là. Barkov, on se demandait s'il avait une chance de revenir pour les séries. Là. On parlait de fin avril, début mai. Même s'il devance les pronostics d'un mois, s'il va rester quoi, un mois de Barkov, 7-8 matchs. Il est de retour après une très, très longue blessure. Non, je pense pas que ça vaut la peine. Ben, évidemment, ça des keepers. Il est juste pas parti de vos équipes. Ouais. OK. Si vous voulez faire le Hail Mary, là, pour utiliser une expression de football, allez-y, mais moi, j'y crois pas. Je préfère justement Sam Bennett à Barkov. Ça, Ouais. pourquoi je dis d'aller acheter Sam Bennett? Parce qu'il a un deuxième quart de saison phénoménal, mais pas juste au niveau des points, dans l'ensemble de ses stats. Dans le premier quart de saison, Bennett avait 7 points en 20 matchs. Il avait tiré, je te le résume, une quarantaine de fois. Donc, 2 tirs par match. C'était un peu moins que 2 OK. tirs par match. Deuxième quart de saison, il a 24 points en 21 matchs, donc il a plus d'un point par match. Il a tiré 64 fois au filet. C'est plus de 3 tirs par match. Wow. Il joue plus de 3 minutes 30 en avantage numérique. Il frôle le 20 minutes de temps de glace. Ils sont à 19 minutes 22, mais ça ne cesse d'augmenter. Lui et Brad Marchand sont intuables, c'est vraiment le cas de le dire. Ils ont ajouté Carter Verhaeghe qui a retrouvé sa touche. On en parlait, je pense, en novembre, si ma mémoire est bonne, que Verhaeghe allait finir par récolter des points. Mais il semble que c'est Bennett et Marchand qui l'aient relancé, puis ça fonctionne très, très bien comme trio. L'avantage numérique va bien. Même Aaron Ekblad a recommencé à faire des points, donc il faut le faire. Les Panthers sont sortis de la cave de l'Est. Là, on est vraiment dans une guerre pour les séries. Et là, je me dis, Matthew Tkachuk revient. L'avantage numérique ne peut être que plus dévastateur. On va pouvoir soit retirer Verhaeghe d'avantage numérique puis mettre Tkachuk, puis ça va être encore plus dominant. Bref, on verra qu'est-ce qu'on fait là, avec le power play. Sam Reinhart est là, mais peut-être des fois même pas sur le premier avantage numérique. Reinhardt, on le ménage par moment. Donc voilà, c'est ce que j'aime des Panthers. C'est ce que j'aime de Sam Bennett. Il va jouer avec des ailiers qui sont talentueux. Là. Quand tu regardes le top 4 des ailiers chez les Panthers, il va avoir Ketchuk, il va avoir Reinhardt, il va être capable, il va aller jouer avec des gars comme Samoskevich, Louis Tarinen, Verhaeghe. Tu sais, c'est comme si les joueurs de profondeur des Panthers sont toujours meilleurs que les joueurs de profondeur des autres équipes. Ouais. Puis un gars comme Bennett va toujours jouer avec des gars plus talentueux que le trio auquel il va faire face. Fait que j'irais vraiment avec Bennett. Moi-même, je me surprends parce que je pensais jamais qu'il allait atteindre ce niveau de performance-là. Mais il le fait. Puis je vais juste rajouter une couche là, par rapport au nombre de mises en jeu en zone offensive, au nombre de passes secondaires. Il est dans les normes. Il est dans ses normes de carrière. Donc, Mmh. il n'y a quand même pas une anomalie statistique chez Bennett. Il joue juste de l'excellent hockey.
OK. Ben, d'accord. Ben, écoute, je suis quand même surpris. Puis, by the way, Carter Verhaeghe, j'adore que tu dises qu'on l'a relancé, même s'il n'y a pas de points à ses 7 derniers matchs depuis les Ah, fêtes. je Depuis sais, les mais fêtes. il avait recommencé. Mais il avait recommencé, effectivement. Je pense qu'il n'est pas non plus terminé. Louis Starinen, mini parenthèse. Encore une fois, écoute, parenthèse par-dessus parenthèse avec les Panthers. Quel bon petit joueur de profondeur, excellent dans des poules de catégorie, m'épate, franchement. Et Matthew Tkachuk, tu l'as dit, a joué l'année dernière le plus souvent avec Carter Verhaeghe et Sam Bennett. C'était son trio l'année dernière. Donc, j'espère, même si Brad Marchand est un right wing, puis que Matthew Tkachuk aussi, j'espère qu'on va quand même les remettre ensemble lorsqu'il va revenir. J'imagine après les Olympiques, ou du moins dans ces environs-là. Continuons maintenant avec notre dernier joueur à aller acheter, un ancien joueur numéro 1 repêché, Nico Hischier du côté des Devils. Euh, pourquoi Nico Hischier? Pourquoi le Suisse? Est-ce que le fait que Jack Hughes est revenu, tu penses quand même qu'on peut bien en profiter puis qu'il peut continuer, puis que justement on peut aller fourvoyer un collègue pooler pour aller chercher Nico Hischier? Ce qui est vraiment fâchant avec Ishii, c'est qu'il y a toujours dans sa carrière, dans une saison, en fait, un quart de saison dans lequel il ne performe pas. L'année dernière, sur les 4 quarts de la saison, il a fait 24 points en 25 matchs, 13 en 12, 20 en 18. Et le deuxième quart de la saison, il avait fait 12 en 20. Pourquoi? Je ne le sais pas. Et c'est ce qui fait que c'est pas un joueur d'un point par match, parce qu'il y a toujours ce passage à vide-là qui fait qu'il frôle le point 90, le point 95. Cette année, ce quart de saison-là, ben, c'était le premier quart de la saison. Il a fait 13 en 20, mais il tirait pas au filet, il était pas. Il n'y avait pas de point d'avantage numérique, même si Simon Nemeth, Luke Hughes en faisait, même si Jack Hughes n'avait pas eu d'enjeu. Ishii n'était pas capable de produire. Et on arrive au deuxième quart de la saison. Le vol avec 19 points en 22 matchs. Il tire 3 fois par match, 8 points d'avantage numérique. Bref, la machine est repartie. Là, tu me dis, ah ouais, mais tu sais, Jack Hughes, là, pas là. L'année passée, Jack Hughes a joué, puis ça n'a pas d'impact sur Ishii directement. Ishii doit juste tirer au filet. Son temps de glace ne varie pas à la hausse quand Jack Hughes n'est pas là. Il ne change pas vraiment de partenaire de trio. On l'a fait jouer avec Dawson Mercer et Timo Meyer, pas Jesper Bratt. C'est Bratt qui joue normalement avec Jack Hughes. On n'a pas changé les trios. Au contraire, on tente de trouver des solutions plus en interne puis de garder les trios intacts chez les Devils. J'aimerais rajouter que les Devils ont eu un début de saison extraordinaire. Ils étaient premiers dans l'Est, puis là, ça va vraiment moins bien parce que Jack Hughes n'est pas là. Il manque clairement de secondary scoring. Mais je pense que il manque de buts, point. Mais Ishii, lui, performe quand même bien dans cet environnement-là. Il a continué à marquer. Donc, oui, il faut revoyer un autre directeur général avec Ishii, je crois que c'est le temps. Puis, il est comme plus considéré comme un jeune joueur. Tu sais, il a 27 ans, c'est ça qu'il va nous donner. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui n'a jamais eu une réputation à la hauteur des points qu'il amène parce qu'il il a été blessé quand même souvent en début de carrière. Puis il est le deuxième centre. On a toujours peur qu'il fasse un 60 points une fois. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que Ishii, c'est vraiment plus un gars qui, justement, va faire le 75 points en termes de pacing, presque le 80, beaucoup plus qu'un 60. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis le fait que les Devils vont pas bien, des fois, c'est le temps d'aller chercher un bon joueur comme ça. Puis, tu sais, 27 ans, là, je comprends que c'est vieux dans notre tête de joueur de hockey, mais il reste encore un bon 6-7 ans. Là. Tu sais, si vos poules durent 10 ans, de l'avoir Ouais. chié pendant 7 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps. Moi, je me demande, est-ce qu'il chie un jour va faire un point par match? T'sais, il est passé tellement proche dans les 3 dernières années, si on ne compte pas cette année. Il a fini 80 en 81, il y a 3 ans. Il valse toujours près de ça. Maintenant, écoute, encore un daily reminder de Daily Face-Off. Il n'arrête plus cet épisode-ci. Jack Hughes joue avec lui et Jesper Bratt en ce moment, Ouais, depuis, il varie. depuis les quelques derniers matchs. Fait que, franchement, là, si c'est pour continuer comme ça, hey, j'ai hâte de voir. Est-ce que Dougie Hamilton peut enfin se réveiller, avoir un peu d'aide offensive de la défensive? Je pense que ça peut aider, justement, les Ben, pauvres si Devils. Dougie Hamilton puis Luke Hughes peuvent se déniaiser un peu, ça Ouais, va aider. Avant que Luke Hughes ait marqué 2 fois ouais. dans les derniers jours dans son propre filet, mais il a marqué 2 fois. Fait que ça compte pas, mais il retouche de marqueur.
Est-ce que ça peut lui donner confiance? On le sait pas. Peut-être. C'est des bons tirs, c'est des jeux poubelles en avant du filet, des rondelles libres. Mais non, encore une parenthèse. L'épisode des parenthèses, mais oui, tu as raison, Hamilton, si ces deux gars Hamilton peuvent recommencer à produire un peu offensivement, c'est sûr que ça va aider Ishii et le reste des Devils. Les Devils ont peut-être manqué les séries. Là. C'est pas, c'est pas rien pour une équipe qui était supposée être de real deal cette année. Là. Exact. Passons maintenant au marché des vendeurs et commençons avec un des défenseurs les plus Les plus tannés. tout feu, tout flamme. Non, attends une minute. Là. Je suis tanné. On parle souvent de Lane Hudson, à raison, surtout depuis le snub de équipe USA de ne pas l'avoir choisi, mais un des défenseurs les plus tout feu, tout flamme dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. 7 points à ses 3 derniers matchs. Le chauve par excellence. Un gars qui est en pace pour 80 points cette saison. Darren Radish. Le Il a fait un tour du chapeau. Le 3 janvier dernier, j'ai fait un tour du chapeau. C'est effrayant. Non, pour vrai, c'est effrayant. Non, c'est effrayant. Une des plus belles aubaines dans les poules avec salaire cette année. Shout-out à Justin, notre ami, qui, lui, l'a dans son pool et qu'on n'en revient pas. C'est un des meilleurs choix du pool cette saison à cause, justement, de sa performance. Il y a 12 buts. Il y a 12 buts. Pour les poules qui comptent 2 points pour un but de défenseur, il y en a quand même plusieurs. Il est encore plus payant que ça n'a aucun bon sens. Non, ça n'a aucun sens. Écoute, par contre, il faut le dire, la raison pourquoi on vous dit d'aller vendre Darren Radish, c'était mon conseil. C'est moi qui l'ai fait rajouter à cet épisode-ci. Parce que moi, je l'ai dans mon pool à catégorie. C'est un gars qui performe en power play, tire 2,31 fois par match, ce qui est beaucoup pour un défenseur. Par contre, justement, pourquoi on vous dit qu'il faut aller le trader? Mais Edmund va revenir à un moment donné cette saison. Ça va faire en sorte que Darren Radish, on l'a vu, lorsque Hedman joue et est sur l'alignement du Lightning de Tampa Bay, Radish devient presque irrelevant pour un pool. Pas tout à fait, mais presque. Perd beaucoup de temps de jeu, devient même sur une 3e paire. Il a même été hors de l'alignement à certains moments. Il tire en ce moment, en termes de pourcentage de tir, à 14,8 pour un défenseur. C'est beaucoup trop élevé. Donc, c'est sûr que c'est insoutenable. Donc, oui, il fait beaucoup de points en ce moment, mais si vous voulez bien jouer votre fin de saison et essayer d'aller chercher d'excellents joueurs contre ce joueur-là qui joue très bien en ce moment, bien, allez l'échanger. C'est un excellent moment. Oui, il va peut-être continuer de faire quelques matchs le temps que Edmund revienne et qu'il va faire quand même beaucoup de points d'ici là. Je pense que ça reste quand même un échange à faire dès maintenant. Encore là, tu sais, au-delà de ça, là, moi, je pense qu'il va ralentir à la base. Oui, c'est sûr. Il vient de faire 26 points en 21 matchs. C'est une saison de 100 points. Je veux dire, Cal McCarr fait pas ça. On peut en revenir. Il a tiré 53 fois au filet. Il a marqué 10 fois. C'est 20 de pourcentage de tir. Il a fait... Mais là, tu as dit qu'il y a beaucoup de points d'avantage numérique. Il en a fait juste 11 sur ses 34 points. C'est le tiers. C'est quand même, ça n'a pas de sens qu'il y a 5 contre 5, ce gars-là soit à ce point-là dominant. C'est vraiment, vraiment, vraiment indécent. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Quand tu regardes des chiffres un peu plus loin, il y a juste 40 de passes secondaires. Il commence 50 des mises en jeu en zone offensive. Il n'y a rien là, qui ressort, qui dit que ouais, il y a vraiment une saison, il est avantagé ou quoi que ce soit. Il est juste à la bonne place au bon moment, puis il ride la vague. Le plus vite que vous pouvez l'échanger, faites-le. Surtout que là, il vient de sortir d'une séquence de... C'est effrayant. Il y a eu 2 matchs de 3 points à ses 6 derniers matchs. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y a 10 points en 6 games. Excusez, là, je suis outré de Darren Radish. Il me fait penser à genre Eric Gustafsson, je pense que ça doit faire 9-10 ans là, qu'il avait une saison de 55 points avec les Blackhawks. Radish est en train de connaître ça. Edman devrait revenir après les Olympiques. Les Olympiques sont même dans un pour mois. les Olympiques, peut-être même. Oui, mais je veux dire, dans le Lightning, il va revenir. Exact. Il devrait revenir. En tout cas, s'il joue un match, il va jouer juste un avant les Olympiques, mais après les Olympiques, il devrait être à 100% de retour. C'est Edman le capitaine. C'est lui le défenseur numéro 1 du Lightning. C'est ça. Fait que si Sergachev ne l'a pas fait à l'époque, échangez-le, Radish. Ça n'a aucun sens, cette saison-là. Puis vous ne vous tromperez pas, là, à long terme, c'est un gars qui va peut-être faire 45 points. Là. Je dis pas que il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais défenseur. Il peut faire même 50 dans une autre équipe, mais il ne fera jamais
le niveau qu'il y a en ce moment. Je suis convaincu que des gars qui sont dans une course pour essayer de gagner se disent que je pourrais l'essayer. Fait que, moi, je l'échangerais tout de suite. Je suis tanné d'en entendre parler parce que il n'est qu'une anomalie. Tu sais, c'est comme une bébête à part dans la matrice, puis t'es comme, tu le prends dans un système, tu l'enlèves, puis tu dis à lui, c'est un lucky shot, puis on passe au prochain. C'est un peu comme la saison de 67 buts de Zach Hyman à l'époque, là, comme, il ne le fera plus jamais. Tu peux pas considérer ces statistiques-là comme quelque chose de fiable et de pérenne et de duplicable sur d'autres saisons. Ou même Jonathan Cheechoo, pour ceux qui étaient là back C'est le then. même principe, Sur notre là. C'est âge. le même principe. Le 56 buts. Justement, tu l'as dit, passons au prochain. Prochain joueur du côté du Kraken de Seattle à les vendre. Écoute, c'est un autre joueur qui est dans mon pool, fait que peut-être que j'ai fait des bons choix, mais qu'il va falloir que je me mette sur le téléphone le plus rapidement possible. Eli Tolvanen, attaquant du côté du Kraken, vient commencer à ralentir, 0 points à ses 3 derniers matchs, mais avant ça, était tout feu, tout flamme. Lui aussi a récolté une excellente séquence. Écoute, c'était 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 points points en 6 matchs. en 6 matchs. Ouais. Voilà. Donc, franchement, et c'est un joueur de catégorie qui est excellent, vient frapper, vient tirer. Il m'a été très utile, mais justement, à un certain moment même de l'année, je l'avais droppé, je l'avais dumpé parce que c'est un joueur qui fonctionne par séquence. Puis en ce moment, j'ai peur qu'il commence à glisser. Fait que ce serait peut-être un bon moment pour aller les changer. Ben exact. Puis tu sais, quand tu fais 10 points en 6 matchs, si on retire cette séquence-là, parce que je comprends qu'on ne peut pas la retirer sur une saison complète, mais on tente de projeter ce qui s'en vient pour le deuxième quart de la saison. Enlève-y ces 10 points en 6 matchs, c'est un gars qui avait fait 15 points en 33 matchs. Tu sais, c'est pas assez pour un attaquant. Il n'a pas accès au premier avantage numérique. Il joue des brindilles du côté du Kraken sur l'avantage numérique. Il l'est peut-être par moment, mais il ne l'est pas toujours. Fait que c'est pas officiel et coulé dans le béton. C'est sûr que le départ de Mason Marchment va aider son déploiement. Mais tu sais, le Kraken n'a pas une équipe offensivement très, très profonde. En termes de temps de glace, il ne joue pas des minutes de premier trio. Il joue du 16 minutes. Il a joué quasiment 18 minutes dans le deuxième quart de la saison. C'est sûr que quand un gars fait 10 points en 6 games, on va lui donner le maximum de temps de glace. Mais dans le premier quart de la saison, il jouait 15 minutes. Fait tu sais, un peu comme les Blues, on en parle souvent du Kraken parce que les joueurs s'interchangent. Tolvanen a une belle séquence. Échangez-le tout de suite. C'est un gars de 26 ans. Sa valeur est au maximum. Aller chercher, même si c'est un choix lointain, vous ne serez pas perdant parce que des gars qui font un point en 2 matchs, il y en a vraiment plusieurs. Tu sais, dans le dernier épisode, on parlait d'Oliver Kapanen, par exemple, qui est sélectionné beaucoup moins souvent que Tolvanen. Mais pour moi, ils ont exactement la même production. J'aime bien mieux un joueur de centre qui joue avec Slavkovski et Demidov qu'un gars comme Tolvanen qui joue avec Chandler Stevenson et Frédéric Gaudreau. Tu sais, c'est quoi le comparable que tu peux aller chercher? Là, j'ai pris Kapanen parce qu'on en a parlé, mais pour moi, c'est évident. Tolvanen, il n'est pas fait pour être un gars de 55 points. Depuis le début de sa carrière, le plus haut total de pacing qu'il a eu, c'est 45, puis c'était sa première saison de demi-saison dans la Ligue nationale. Sinon, c'est un gars d'entre 35 et 42 points. Exact. Fait que vendez-le, en ce moment, il roule à 55. Fait que si vous êtes capable de le vendre pour un gars de 50, vous êtes gagnant. Ouais, je vais aller regarder ça. Comme j'ai dit, je vais aller me mettre sur les téléphones là, dans la prochaine semaine. Ça va être un beau début d'année avec plein d'échanges. Sinon, un autre joueur qui fonctionne très bien, le marché des vendeurs, évidemment. On vous conseille toujours des joueurs qui surperforment en ce moment. Tyler Bertuzzi, du côté des Blackhawks de Chicago. Et c'est pour ça que j'arbore mon bucket hat des Blackhawks de Chicago, une de mes villes préférées d'ailleurs, que j'adore toujours visiter. Écoute, le fait qu'il connaît un excellent début de saison, il a marqué à profusion. Le fait que Connor Bedard n'est plus là, c'est sûr que ça ne va pas l'aider. Mais franchement, c'est une face à claque en plus, ce gars-là. Là. Je sais pas, mais force est d'admettre, écoute, qui joue bien. Il joue encore sur un premier trio avec Andrei Burakovsky et Ryan Green. Ouais, je pense que ça vous explique un peu pourquoi il faut aller le vendre en ce moment. Ouais, puis son pourcentage de tir est à 26 le double quasiment de sa carrière. Le gars, il a 22 buts. Il est dans un rythme de 40, quasiment 45 buts cette année. Penses-tu vraiment que Tyler Bertuzzi va faire 45 buts? Moi non plus. Encore moins avec les Hawks. Non, c'est ça. Je te laisse pas le temps de répondre. C'est sûr que la réponse, c'est non. Son plus haut total en carrière, c'est 30. Fait que, ça serait vraiment une explosion.
il tire un peu plus, mais tu sais, il tire 2,2 fois par match. Des gars qui tirent 2 fois par match puis qui comptent quasiment 45, qui comptent 40 buts, il y en a très, très peu. Peut-être les Jonathan Chichu de l'époque, j'ai pas accès à ces stats-là à l'instant, mais c'est pas. C'est vraiment, vraiment pas soutenable comme type de production. Mais là, il roule un rythme de 70 points quasiment. D'ailleurs, Bertuzzi a fait seulement 2 fois dans sa carrière un rythme de plus de 60 points, mais c'est 64 et 75 à Détroit. Tu sais que c'est pas soutenable. Pendant combien de temps est-ce que tu peux surfer cette vague-là de Bertuzzi? Je ne sais pas. Mais le jour où est-ce qu'elle va casser la vague, Bertuzzi peut être blanchi 4-5 matchs consécutifs. Ça ne me surprendrait pas. Puis là, ben, il n'y a plus de valeur du tout sur le marché. Fait que je préfère l'échanger tout de suite quand sa valeur est au maximum, qui joue sur un premier trio quand on attend. Je vais vous donner un exemple de Teuvo Teravainen avec les Hawks en début de saison. Il a eu un excellent début de saison. Puis il est devenu complètement éteint. On l'a mis sur le désavantage numérique. Puis il n'y a plus du tout de valeur. Attendez pas que Bertuzzi fasse la même chose. Moi, les pourcentages de tirs là, qui sont rocambolesques, fait qu'un tir sur 4 rentre, là, ça veut dire que le gars il marque aux 2 matchs, c'est impossible. Pas quand tu t'appelles Tyler Bertuzzi. Là, un gars comme, Ouais. je sais pas, Matthew, ça peut arriver, mais Non, je comprends, mais tu sais, il y a quand même eu son année de pace de 64 points, justement. Il était à 25 C'est un gars qui est capable de tourner dans du 17, du 16 il l'a déjà prouvé, mais quand même, 24 et 25 même, c'est sûr que c'est trop, c'est pas ça que je dis, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il fait encore des points malgré que Connor Bedard n'est pas là. Burakovsky aussi. Bedard est censé revenir. Écoute, c'est ça que j'étais en train de regarder. Là. Bedard est censé revenir quand même dans pas trop longtemps. Je sais pas. Tu penses pas qu'il peut continuer lorsque Bédard va revenir, justement, surtout qu'il va bien en ce moment? il va continuer à faire des points. Là. Je dis pas qu'il va devenir un gars qui en fait 20, mais je pense pas que c'est un gars qui va en faire 70 non plus. C'est plus ça le point. S'il en fait 60, tu veux un joueur de 70, tu sais, un gars qui va faire 60 points Ouais. à la valeur d'un gars de 70 points. Tu sais, si je te dis que Bertuzzi va faire, je sais pas moi, une vingtaine, 20-25 points dans les 40 prochains matchs, tu vas dire que c'est tout à fait plausible. Tu sais, c'est Ah raisonnable. ouais. Puis, Mais il y avait quand moi, même. c'est ce que je. Son premier quart d'année était quand même 17 points en 17 matchs avec Bédard qui faisait quand même très Ouais, mais bien. Bédard va revenir puis il va il avait vouloir marqué, il prouver. marquait sur 33 de ses tirs. Il avait 10 Oui, je buts en sais. 37 tirs. Non, mais non, t'as 9 points raison. Je d'avantage comprends qu'il numérique. faut aller l'échanger. Je pense juste que si vous l'échangez, écoutez, allez chercher quelque chose quand même qui a de l'allure parce que vous avez un bon argument ici, là, quand même. Essayez, tu sais, Oui, c'est pas Elie Talvanen, là. Tu sais, si c'est vous n'avez ça. pas le prix, il n'est pas bon, vous le gardez. Mais tu sais, moi, un gars qui a 15 points en avantage numérique, puis que son record en carrière, c'est 20, avec la même équipe l'année passée, je comprends que Bédard n'était pas dans les mêmes. Mais tu sais, il y a trop d'anomalies, il y a trop d'éléments qui te font dire que ça va ralentir. Tu sais, c'est comme si tout tient avec de la petite ficelle. Ouais. Si le poids est un peu trop important, ça va casser. J'ai de la misère à voir comment les Hawks peuvent continuer à être aussi dominants d'avantage numérique aussi. Tu sais, c'est comme, je sais pas, je suis peut-être biaisé là, dans ma lecture de l'équipe, mais je vois pas comment Bertuzzi, qui est un gars qui a fait 40 points des joueurs de talent puis l'année passée, qui a fait 45 points en termes de pacing, peut exploser avec 71 avec sensiblement la même équipe. Euh, qui en arrache, là, soyons honnêtes. Là. Les Hawks ont ralenti vraiment beaucoup. Est-ce que Bédard peut vraiment continuer au même rythme? Ça aussi, c'est une bonne question. Là. Il revient Ouais. d'une blessure à l'épaule. Il y a trop d'impondérables. C'est un risque que je ne prendrais pas. Si je peux aller chercher un gars de 60 points plus steady ou un bon prospect, j'irai le chercher. Mais Bertuzzi, pour faire le même parallèle avec Tolvanen, Bertuzzi a une plus grande valeur qu'Oliver Kapanen quand même. Ouais, Je vais te le donner pour ça. Là. OK, Kapanen est rendu notre barème à dire si c'est ça. C'est bon. Ah, C'est il est bon. où, c'est ça? C'est bon. Ah, regarde, le pain, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que Kapanen? Celle-là est bonne. Quand même pas pire. Écoute, on continue. On est dans les mondiaux juniors, dans les équipes olympiques, blabla. Évidemment, on va peut-être même faire un épisode complet sur les Olympiques. Mais maintenant, on passe à un joueur, notre dernier joueur à aller vendre, le dernier joueur de l'épisode, un Allemand cette fois-ci. Et non, je ne parle pas de Leon Draisaitl, je parle plutôt de JJ Peterka, l'ailier du côté du Mammouth de l'Utah qui, écoute, est revenu, avait connu un début de saison un peu décevant et qui finalement, ou même plutôt, non, avait connu un bon début un bon début de saison et finalement a redescendu et finalement est revenu dans les derniers matchs. Connaît une bonne séquence. Je pense que
il y a encore une valeur. Il y a plein de gens qui le voyaient gros à son arrivée avec le mammouth. C'est peut-être un peu pour ça en ce moment que tu nous le conseilles. J'imagine de se dire, écoute, il y a encore un beau nom auprès des poolers, mais tu le vois pas continuer dans cette lignée-là en ce moment? Ben, en fait, tu sais, c'est un gars qui a joué 280 matchs dans la Ligue nationale. Son breakout est derrière lui. Euh, il a 24 ans. Il va avoir 24 ans là, dans le 14 janvier, donc dans plus ou moins une semaine. J'ai pas l'impression que Peterka va. Puis ses statistiques n'indiquent pas non plus, évidemment, là, c'est pas juste mon feeling, que ce gars-là a le potentiel de devenir le 75-80 points qu'on pensait. Je pense qu'il y a beaucoup de. Par réputation, par je ne sais quelle raison, on le voyait comme étant un joueur qui allait être outrageusement dominant. C'est un bon joueur de hockey, là. Don't get me wrong, c'est un joueur qui va faire sa soixantaine de points facilement année après année. Mais je pense pas que son. Je ne le vois pas devenir un gars de 75-80 points steady pour deux raisons. Premièrement, la profondeur du côté de l'Utah. Euh, Est-ce que Peterka est meilleur que Keller? Est-ce que Peterka est meilleur que Cooley? Est-ce que Peterka est meilleur que Dylan Gunter? Je pense que déjà là, la réponse est non. T'sais, Keller Cooley vont être les deux dynamos offensifs de cette équipe-là. Gunter est un joueur qui est un vrai sniper, là, c'est un vrai Mhm. franc-tireur. Peterka est comme le quatrième meilleur attaquant. Là, tu me dis qu'il y a des gars comme Tejegin, là, comme Caleb Desnoyers qui ont été repêchés très, très haut, qui s'en viennent aussi. Est-ce que Peterka veut vraiment encore avoir accès au premier avantage numérique, sachant que tu as Sergachev à la pointe? Je suis pas convaincu de ça. Tu sais, c'est comme si c'est le joueur qui va subir les contre-coups de la jeunesse ou du fait que l'Utah a repêché très, très haut très souvent. Puis on le voit depuis le début de la saison. Tu sais, parmi ces gars-là, c'est lui qui a joué le moins d'avantages numériques. Ouais. Peterka, il joue moins de 50 d'avantages numériques de l'Utah. Donc, on lui préfère Nick Schmaltz encore très souvent. C'est Ben, comme parce que c'est si. le centre, parce que c'est le centre, Nick Schmaltz. Puis même, je suis je suis comme resté surpris quand tu m'as dit que c'était un joueur de premier avantage numérique parce que, attends, je regarde les notes, 2 points en avantage numérique cette année. C'est ça vraiment là, la clé Fait que, ici de l'information ici. fait que, tu sais, je me demande si. Mais s'il est aussi dominant, puis en termes de passes secondaires, il est à quasiment 65. Il va avoir un ralentissement. Il commence 65 de ses mises en jeu en zone offensive. Pourtant, tu sais, statistiquement, ses points ne sont pas là. Je me pose vraiment beaucoup de questions au sujet de Peterka. Moi, je l'échangerais en me disant je ne prendrais pas ce risque-là parce que ce qui va arriver, c'est que si vous le gardez un an de trop, tu sais, on est comme à ce moment-là. Là. Si tu le gardes un an de trop, Peterka devient un joueur de 25 ans, puis là, il n'est plus considéré comme un jeune joueur. Tu sais, je ne sais pas vous comment vos autres poolers font, mais je suis convaincu que quand vous regardez la ligne de l'âge, il n'y a pas une virgule. Là. C'est écrit 23 ou 24. Mais en ce moment, jusqu'au 14 janvier, Peterka s'écrit 23. Ça donne. Non, mais c'est vrai, ça donne l'impression qu'il est plus jeune. Ouais. C'est là que c'est le temps de faire le move de l'échanger. J'aime le joueur. Là, j'adore Peterka comme joueur de hockey. Je vois juste pas comment, dans quelle vision court, moyen terme, PTK peut exploser sa production offensive, sachant que il y a au moins trois attaquants qui sont ish dans le même range d'âge que lui, devant lui dans la hiérarchie du mammouth, et on n'ira pas jouer à 5 défenseurs en avantage numérique. 5 attaquants, je veux dire, on a Sergachev à la pointe. Fait que c'est ça. Peterka, c'est peut-être tu sais, le best of the rest, je sais pas, là, je fais un terme de Formule 1, mais le pire des meilleurs ou le meilleur des pires, Ouais. là, voyez-les comme vous voulez. C'est peut-être l'attaquant numéro 6, 5, 6 dans ton équipe, Ouais. d'une bonne équipe, mais ça va lui enlever des points d'avantage numérique, ce qui fait qu'il va passer d'un joueur de potentiel 75-80 à un 65. En fait, tu l'as super bien résumé. C'est vraiment ça. Tu sais, tu regardais, tu te demandais pourquoi on en parlait, on en parlait autant qu'il y avait un gros hype. C'est un joueur avec du talent, c'est un joueur qui est capable de faire des buts. Il en a fait 27 puis 28 avec Buffalo. Avec Ouais, puis il s'enligne Buffalo, pour faire là. la même chose cette année, là, une autre trentaine Ah, de buts, là, ish, là. exact, exact. C'est pas mauvais. C'est un joueur qui avait un pace de 34 points, 50, 72 avec les Sabres. Arrive dans une équipe où on pensait qu'il allait avoir la place en attaque. Finalement, ben non, pas tant que ça. Puis c'est l'avantage numérique qui lui a donné beaucoup de points puis qui a fait qu'il est passé d'un joueur de 50 points à un joueur de 72 l'année dernière avec les Sabres. Il y en avait eu 18 avec eux. Les Sabres n'étaient pas super bons. Ben, ça montre qu'en ce moment, s'il n'est pas capable d'avoir au moins 10, 12, 15 points en power play parce qu'il n'y a pas la place, ben, c'est pas un joueur de 70 points. C'est un joueur de 50, Exact. peut-être 60, that's it.
s'il y a un moment où il va bien performer cette année, prenez le téléphone, allez l'échanger tout de suite, allez chercher un bon joueur qui, lui, est un sure shot 70, mais qui fait toujours 70 dans les dernières années, mais qui est peut-être à 50 en ce moment. Fait qu'allez faire l'inverse. C'est ça le conseil qu'on va vous donner pour aller vendre JJ Peterka cette année. Allez nous écrire en John commentaire. Jason Peterka. John Jason Peterka. Qui vous pensez justement qu'il faudrait aller chercher à la place de Peterka? Est-ce qu'il y a un joueur qu'on a oublié? Est-ce qu'il y a des échanges que vous voulez faire puis vous voulez notre avis? Allez nous écrire sur nos pages YouTube, Instagram, TikTok, à 100 Poules Podcast. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Allez vous abonner, allez liker aussi. Ça nous aide beaucoup. Puis on espère sincèrement qu'on va continuer de vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.